plusieurs choses très intéressantes dans cette main. Welbel, elle plaît, et il a déjà il a une île de base, ce qui est très bien parce qu'on est face à un deck Blood Moon. Il a un fetch qui va chercher Swamp, ce qui est très bien quand on est face à un deck Blood Moon. Donc pour le moment, on est plutôt content. On a Source Plowshare, qui est le meilleur removal du format, donc on est très très content. Mais on n'a pas le mana blanc au T1 pour prévenir, par exemple, d'un T1, Guide Gobelin ou quelque chose comme ça. Okay. Après, on a les moyens de le faire T2 avec la porte mystique. Donc jusque-là, la main est très correcte, j'aime beaucoup. Côté Feldon, c'est un caviar. On a Den of the Bugbear, qui est un des lands premium du deck, parce que ça va te donner du souffle en mid et en late game. C'est un land qui va te permettre de passer à travers les Vras, etc. On a Shomano, je sais plus quoi, la saga, comment elle s'appelle, qui va permettre de faire un Kumano Faces Kakazan, qui va permettre de faire un play T1 qui met de la pression, parce qu'on va avoir T2, Raphaël 3-3 qui va venir cogner très très fort. Le petit problème, c'est que comme on est sur la draw, notre Feldon, il a de fortes chances de prendre ou un contre ou un removal, et du coup, il ne va pas bénéficier du 2 de la saga, mais la saga permettra de se flipper au T3 en créature, donc elle est vraiment très très bonne. Et après, on a 2 chocs, c'est un peu faible, mais Aminatou, ça joue souvent beaucoup de Planeswalker, et c'est un moyen de ramasser des Planeswalkers assez facilement, et d'empêcher Aminatou de faire des -1 dessus et de faire des blinks positifs. Okay. Et toujours dans la mana base, on a War Room qui va permettre d'apporter du late pour aller burn le visage d'Aminatou. Donc on est très très content. C'est une super main qui va aller pouvoir jouer le late, ce qui est plutôt rare et compte sur très peu de cartes côté Feldon normalement. Enfin, dans le deck, il y en a très peu qui font ça. Et là, on en a déjà 2. Donc ça m'a l'air très très bien. Finalement, les deux ont plutôt des bonnes mains dans l'ensemble. Ouais, les deux, on a plutôt des bonnes mains, donc ça va être, ça devrait être un match assez intéressant. Avec peut-être l'avantage à Feldon sur le mana part. Même si ce sera souple cher sur Feldon T2, il va être très efficace parce qu'il y aura la saga qui du coup aura perdu son chapitre. Du coup, il a mis... Ok. Il a mis dessous les deux landes pour piocher. Alors, pour piocher un land qui fait gagner des lives, mais il faut avoir beaucoup d'Arthos en jeu, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et voilà, côté Feldon, on pioche un Blast à Keycall 3. Donc ça va vraiment mettre des pains. On a quand même déjà 7 points de dégâts dans la main. Oh, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Et même si ce Feldon au T2 va pas pouvoir les mettre 3 points, il propose quand même d'aller les mettre. Et il force... non, déjà il force à décurver cette Needle, alors qu'on a vu la Den of the Bugbear. Je pense que la Welbel aimerait bien pouvoir faire STP plus Needle sur Den of the Bugbear, comme ça elle est déjà posée, parce que son T3, lui, il va vouloir que ce soit un Narset pour aller chercher des contres, ou chercher des matos comme ça. Donc, à partir de quand toi tu joues Aminatou finalement du côté de Welbel? À partir de quand tu te dis là c'est safe, je peux y aller? Parce qu'en face, il y a du burst à chaque instant en fait, il est jamais vraiment dans le... L'idée c'est que Aminatou, tu veux faire le moins avec quand tu as quelque chose à blinker. Donc ça peut être soit pour des questions de mana, proposer -1 Aminatou sur un land et comme ça j'ai 2 mana up pour faire mon contre. Aminatou, si elle prend des contres, si elle prend des blasts, t'es très content parce que c'est ça de moins qui part sur ces autres cartes. Et notamment ton visage. Et sinon, Aminatou pour faire de la value directement, -1 sur quelque chose. Alors si possible, pas un Planeswalker qui peut prendre des blasts. Mais voilà. Donc, le Swords qui achète beaucoup de temps, c'est vraiment la carte qui est très premium dans la main. Et là maintenant, côté Aminatou, il va falloir que cette Narset trouve beaucoup de choses. Donc je pense qu'on va fetcher Swamp pour être sage et pas mourir sur Moon. Surtout qu'on a le Caillou qui produit du mana blanc, donc on est
très protégé de Moon désormais. Mais on veut quand même avoir les 3 couleurs. Ouais, pour être safe au cas où tu parlais Ouais. de Blood Moon, c'est vrai que ça c'est pas La gentil. partie peut s'arrêter prochain tour en fait, si C'est tu clair. passes le fetch. Fetch plus caillou, ça te permet d'être très safe vis-à-vis de Moon. Et encore, ton caillou, il te coûte des PV pour activer, donc ça accélère vers la fin. Donc voilà, je pense que côté Minato, il faut faire Narset et cache et considérer Narset comme une source de PV. Parce que l'adversaire va certainement l'attaquer avec par exemple cette Kumano et va permettre d'aller chercher des cartes. Alors, je choisis de faire Minato. Je pense que ça va être Minato un peu dans le même principe. On va faire plus pour piocher les cartes et aller chercher peut-être quelque chose de. Enfin, essayer de trouver quelque chose de fort et surtout mettre Minato à 4 et forcer l'adversaire à dépenser des ressources dedans. C'est la force des Planeswalkers dans ce match-up, c'est. Voilà. C'est sûr d'avoir les gestions avec ton deck mono rouge pour tes Planeswalkers. Ça va te coûter beaucoup de cartes. Typiquement, là, il peut aller chercher Minato, mais c'est du coup toute la phase d'attaque. C'est énormément de PV temporisés. Mais Minato, c'est un deck Blink qui a besoin de son général pour fonctionner, sinon il joue globalement des mauvaises cartes. Là, on a vu le Wishclaw Talisman. Wishclaw Talisman, c'est pas bien, en fait, si c'est joué tel quel. Personne joue Wishclaw Talisman. Pourquoi on le joue dans Minato? Parce qu'on peut faire -1 dessus. Si on attaque Minato, on ne pourra pas faire -1 dessus et ça va être une catastrophe. Ouais, du coup, ça change, ouais. Un bon moyen de voir les choses, là, ce serait d'aller prendre l'information avec GitGob et d'attaquer avec un split GitGob Kumano, Kumano sur Aminatou et GitGob le Goblin Face, quoi. Ok, bah et non, on veut lacérer Aminatou. Hein. On veut pas la laisser respirer. Avec la pelle de choc dans les mains, on pouvait se permettre d'attaquer et d'envoyer les blasts sur Aminatou. Ça ne fait pas grand chose. Je pense que pour des questions de curve, voilà, on va mettre le choc et l'autre choc face. On met 2. Voilà, c'est pas grand chose, mais de toute façon, il va falloir passer par là pour aller chatouiller l'adversaire. Genre, ça, c'est une de ces win conditions finalement, c'est de gratouiller au fur et à mesure parce que, genre là en face, finalement, c'est un deck où il n'y a pas énormément beaucoup de créatures. Enfin, j'ai l'impression dans le deck d'Aminatou, hein, pour le coup. Après, j'ai pas regardé la totalité des. T'as 7 créatures, ouais, t'as l'impression que c'est pas avec ça qu'il va vraiment gagner. Enfin, c'est quoi la condition de victoire finalement pour Aminatou si c'est pas les PV entre guillemets à proprement parler? Alors, les conditions de victoire, ça va être avec des Planeswalkers qui vont pouvoir faire plusieurs capacités. Après, dans le deck, on voit qu'il a le combo Painter et Grandstone. Et sinon, l'autre condition de victoire, ça peut être avec des cartes comme Urza, Lord Eye Artificer, qui joue et qui va mettre un token assez gros qui va pouvoir plier la partie en 2 tours. D'accord. Donc là, on va développer beaucoup de cailloux côté Minato, ce qui va permettre à Inventory, enfin Foire des Inventeurs, de gagner un PV partout. Ce qui n'est pas grand chose, mais ça permet d'avancer. Ça va aussi lui permettre prochainement de tutor. Et je sais pas s'il a une carte Instant Win contre Burn. Je vois Instinct Bridge, mais c'est à peu près tout. Donc il va pas avoir de quoi empêcher l'adversaire de mettre les blasts dans le visage. Du coup, là, il faut envoyer un maximum de points avant que l'adversaire soit capable d'aller chercher Instinct Bridge. Et la Den of the Bugbear étant bloquée, ça va être l'outil de CA, ça va être la War Room, et la War Room elle match mal avec la Narset. Ça force à l'activer pendant le tour de l'autre. Donc garder de la mana up un peu bizarrement. Mais là tu vois, on a mis déjà beaucoup de points. Là on gagne un PV côté Minato. Il a été oublié le PV puisqu'on est allé en draw step directement. On a 3 artefacts. C'est un peu dommage. Il compte beaucoup ce PV. Il compte vraiment beaucoup. Et là, Minato, on peut recaster Minato
mais elle meurt directement, elle Ah fait bah, c'est juste clair. gagner 4 PV en fait. Parce que l'adversaire va mettre de créatures sur elle, sur toi. Et 5 mana, gagner 4 PV, Ça fait cher le on est pas kilo, très ouais. très loin. C'est Ouais, clair. ça fait chier. Donc on décide d'activer Wishclaw Talisman, et c'est là où on se rend compte que Wishclaw Talisman, c'est pas une bonne carte. Parce que je sais pas ce que Admab pourrait aller chercher en particulier de très très vilain, mais là il a l'embarras du choix. Hein. Hmm. Mais je pense que côté Minato, on va aller chercher du coup ce dont je parlais, le Serment de Kaya. Et Serment de Ouais, Kaya va pouvoir aller coller 3 à Guide Gobelin, par exemple. Enfin, plutôt ouais. Kumano d'ailleurs. Il donne 3, il récupère 3, et c'est comme ça qu'il va pouvoir temporiser tout le côté blast, ensuite remettre Aminatou pour faire ce que tu as dit, blinker et essayer de revenir. Parce qu'effectivement, s'il en fait il pose pas ça, c'est quasiment cuit en fait. Parce qu'entre le burst qu'il a de base, plus ses créatures et le fait qu'il n'y ait pas forcément de board pour défendre, c'est un peu tentax là, j'ai l'impression. C'est un peu compliqué. Alors, il choisit d'aller chercher Urza. Alors, Urza, c'est Ok. pas mal parce que c'est beaucoup de board. Ouais. Le problème, Ouais. c'est que alors, c'est beaucoup de board et ça permet de faire le lock avec Winter Orb. Mm. Donc, ça, c'est pas mauvais du tout. À noter cependant que Urza bloque pas bien du tout actuellement. Parce que on a 4 créatures, 3 créatures. Ouais. Et en fait, on peut faire Land Blast, shooter Urza avec Géant Krakos par exemple, et sacrifier le seal et retourner mettre des points. Donc cet Urza, il aura pas laissé grand chose derrière lui, il aura pas épongé beaucoup, et on peut aussi juste se permettre d'attaquer et exploser avec le choc derrière. Ouais. Quoi qu'il se passe, tu vas te prendre les 2 points de dégâts, puis le géant va arriver, il lui recolle les 2 qui vont l'exterminer malheureusement. C'est vrai que le 1-4 c'est bien pour défendre, mais c'est pas entre guillemets suffisant quoi. Et bien, alors, du coup, là, je suis pas du tout fan de la séquence de Admab. Est-ce que tu peux mettre pause 2 secondes, Dragon? J'aimerais parler de quelque chose. Merci. Donc là, Admab a fait une prise de décision qui est, à mon sens, pas optimale. Je vais expliquer pourquoi. Là, l'adversaire a 11 PV. Il a 6 de patates à l'attaque. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il peut attaquer pour 6 et Aminatou veut pas bloquer. Pourquoi il veut pas bloquer? Parce que sinon, il y a 2 points de dégâts sur la table sous la forme de Seal of Fire. Et s'il bloque avec Urza, on sacrifie Seal of Fire, on tue Urza, et du coup, Urza est mort et il a pas laissé grand chose derrière lui. Donc on n'a pas envie de faire ça. Côté Minato, on n'a pas envie de bloquer. Donc on prend 6. On passe à 5. Chez moi, les maths sont simples. Avec la bolt dans la main, 5 et 2, ça fait. Enfin, 3 et 2, ça fait 5. Ça fait 5 et c'est fini, ouais, effectivement. C'est vrai que je suis surpris de la foudre, ouais. Du coup, il faut, je pense, commencer par attaquer et voir comment l'adversaire réagit. Parce que là, on met un blast à 3 dans une créature, alors qu'on peut juste attaquer et finir avec le Seal of Fire. C'est pas la même chose. Là, on met plus de points au visage avec le blast. Donc là, je pense qu'on a une opportunité de victoire côté Admab. On va peut-être laisser passer. Parce que là, on va pouvoir tuer le Urza, coller 6, mais l'adversaire reste à 5. En plus de ça, on a dépensé une Lightning Bolt plutôt qu'un spell à 2, du coup on est moins bien curvé. Après, Winter Orb reste en jeu, donc bon, c'est normal de vouloir garder plus de land, mais je pense qu'on a manqué une opportunité de victoire à ce moment-là. À voir. Finalement, c'est un truc qu'on préconise d'attaquer et de réagir après l'attaque, surtout pour ce genre quand on a des éphémères. Ouais, totalement. Donc là, en fait, de manière encore plus standard, il aurait juste fallu attaquer et ensuite voir, plutôt que, comme tu l'as dit, vouloir forcer le destin à défoncer impérativement cette Urza, alors que là, potentiellement, par rapport au plan de jeu que nous avait expliqué, il serait mort. Là, c'est bon, on serait déjà à la deuxième partie, quoi. Ou alors, il aurait été obligé de bloquer avec Urza, et Urza aurait été ramassé avec n'importe quoi. On aurait eu des créatures avec 3 d'attaque, ou seulement 1 de défense, enfin d'endurance. J'aurais pu comprendre cette décision, parce qu'on aurait été dans l'embarras que Urza nous tue une de nos créatures, ou qu'une de nos créatures avec 3 de force inflige pas tous ses points. Mais là, c'est pas le cas, on a que des 2-2. À noter d'ailleurs que Urza est supposément dans l'exil, avec l'effet de Kumano. Voilà. Si une créature subit des blessures par une source, enfin par une source que vous contrôlez,
Elle va dans l'exil. Bon, je pense pas que ça changera grand-chose. Parce qu'aucun des deux joueurs n'a d'outil de réanimation. Mais par principe... Comment? Il est mis dans l'exil, finalement. Bon, bah, parfait. Encore plus mieux. Et là, on trouve un land. On va pas très loin. Et cette Narset arrive sur le champ de bataille très très tardivement. Le fetch est dur. Et d'ailleurs, tu vois, dans la phase d'attaque précédente, je te disais, ça colle 11 tout exactement. Ouais. C'est là où on voit que le petit PV qui a été manqué par la fin des inventeurs très très cher. Cette fois-ci, il n'a pas été oublié. Mais ouais, il est loin, ce PV. Il est très très loin dans la partie, il nous manque très très fort. Bah là, en vrai, je vois pas comment on peut vraiment s'en sortir si on reste à 6. Il y a de la force de frappe, il y a encore du burst, il y a un peu... il y a de tout encore. C'est terrible. Ouais, il va falloir que cette Narset trouve de la très très grande magie. Ouais. Va falloir top card là. Alors on va regarder les 4 cartes du site de la bibliothèque. Vous avez les cartes non créatures et puis prier, puis espérer. Ouais, là dans les cartes qui nous sauvent un peu, il y a ce Ensnaring Bridge dont on a parlé. Parce qu'il empêcherait tous les attaquants côté Admab, qui reposeraient du coup plus sur des blasts alors qu'on est sous Winter Orb, ce qui rend la partie plus difficile. On aurait toujours ce Oath of Kaya qui permettrait de gérer Guide Gobelin par exemple, gagner 3 life, passer à 9, toujours sous Winter Orb, on se sent mieux. Qu'est-ce qu'il y en aurait d'autre? Static Orb qui est dans son deck. Mais là, Parallax, il va manquer un tour. Il va manquer un tour, je pense, pour qu'elle soit efficace. Parce que là, on détape un terrain. Quand dans la main, on a de quoi faire quand même grosse force de frappe. Hein. Ouais, c'est... Oh, il y a un autre blast à 3 en plus, à 3 dégâts. Ouais. Voilà, j'ai... Non, c'est plié, t'attaques full face, t'es obligé de te prendre 4, et derrière, tu termines à 3. Absolument. Donc on révèle un Urborg, on est bien heureux, on a une carte de plus dans les mains, mais mourir avec des cartes dans les mains, mon quotidien. Il est dur le match-up quand même. Hein. Le match-up est difficile, mais tu vois, je pense qu'on a fait un choix côté Aminatou qui a été... que je trouve discutable, et on le paye. On a une petite erreur avec le land qui nous fait gagner un life qu'on oublie de prendre. Il manque 2-3 choses. Alors là, par contre, côté Aminatou, on a une main qui ressemble pas du tout à une main d'Aminatou. On a une main très très explosive, avec City of Traitors, Lotus Petal, une mana base affreuse, avec un filter qui fait bleu-blanc et une Scrubland, du coup, qui ne permet pas du tout de caster... qui nous permet de tout caster de la main, mais il nous permettra difficilement de caster Aminatou. Et côté Admab, on a de nouveau ce Kumano qui est excellent. C'est vrai que Kumano, Taurin, ça te met une pression ce délire. Hein. Cette carte m'impressionne énormément. On a un Mutavolt qui va remplir un peu le même rôle que celui qui avait la Den of the Bugbear dans la game d'avant. Et on a l'Aelia, carte incroyable qui va permettre de donner un second souffle. Et on a un Skullcrack. Skullcrack, c'est très très bien parce que ça va empêcher les joueurs de gagner des points de vie. Notamment si Aminatou trouve le House of Kaya. Ouais, ce que tu nous disais tout à l'heure, ouais. Qui, à mon sens, est très très clutch dans ce match-up. La petite question, on est d'accord que les joueurs n'ont pas de carte de réserve ou alors ils en possèdent. Comment ça fonctionne? Est-ce que leurs decks sont prédéfinis à la liste et on n'y touche pas? Donc là, c'est vraiment... Il est tombé sur la carte qui peut vraiment l'aider à clore de 0. Absolument. Ouais, il a une grosse main de départ. Côté Aminatou, on a une main de départ qui... Alors, je ne l'ai pas précisé, mais il a RIP. Et il a un tuto pour aller chercher Helm, donc il peut finir la partie très très vite aussi. Ok.
Il y a d'ailleurs ouais, alors le combo Ripé Helm, donc Rest in Peace, c'est un enchantement qui dit que les cartes peuvent pas aller dans les cimetières, elles vont dans l'exil à la place. Ce qui a énormément de texte contre les joueurs de Diadac et de Hogak qui étaient dans le tournoi, qui n'en a pas du tout contre les gens comme Admab, ouais. Ici présent. Est-ce que tu peux mettre pause 2 secondes pendant que j'explique un truc? Et Helm of Obedience, c'est un. Merci, c'est un artefact qui coûte 4, que tu peux engager et qui va dire je te meule jusqu'à ce que j'ai meulé X cartes ou une carte de créature. Et donc tu payes à X égale 1 et on va te meuler jusqu'à ce qu'il y ait une carte. Le problème c'est que comme tes cartes ne vont pas dans l'exil, dans le cimetière mais dans l'exil, on regarde est-ce que je t'ai meulé une carte? Non, elle n'est pas meulée. Parce que la meule, c'est l'action de mettre dans le cimetière. Dans le cimetière. Oh, que c'est coquin ça. Et du coup, en fait, je te meule, du coup, enfin, je t'exile tout ton deck. Tout ton deck, ok, d'accord. Almab, Nathan, enfin, Lebel, a pioché un caillou. Et là, il avait l'occasion de faire City of Traitors, qui joue son caillou. Et avec son caillou et le land qu'il avait déjà, de caster Wishclaw Talisman. Et de prendre tout de suite de l'avance sur son développement. Et il a un caillou qui, du coup, a un mana qui sert à rien. Mana qu'il va perdre. Je suis pas sûr de sa séquence. Je pense qu'il pouvait y aller plus bourrin en mode bah, tu joues Burn, moi je joue encore plus rapide. Je joue Omega Burn, tu vas faire quoi? Exactement. En vrai, c'est un match, je n'aurais pas pu sauver Aminatou et Guide Gobelin. Si, parce que Guide Gobelin ne peut pas être déclaré attaquant, et du coup il ne peut pas faire piocher l'adversaire. Ça ne fonctionnait pas, ça bloquait vraiment l'attaque avec une seule carte. Et du coup, tu vois, il a joué sur Rest in Peace au coup de son Lotus Pétale, alors que du coup, c'est un mana qu'il n'aura pas pour le prochain tour. Et je pense que c'est lui coûtera, en tout cas dans la partie, de ne pas avoir ce Lotus Pétale. Donc là, bah, on voit la sortie curvée Kumano dans Feldon 3-3. Feldon 3-3, alors dans le match-up ici présent, ça change pas grand-chose. Si, ça change qu'il a de force, mais ça change pas beaucoup de choses vis-à-vis de l'endurance de Feldon, qui normalement une de ses faiblesses, c'est que s'il prend 2 dégâts, il meurt, mais tu regardes le top 2, là il peut mettre 3 dégâts, du coup tu vois beaucoup plus de cartes, notamment face à Yoshimaru, c'est incroyable, ou en miroir de Feldon, d'avoir un truc avec 3 de Q qui dit bah, je regarderai dans le top 3 pour piocher une carte. Et du coup là, cette City of Traitors, bah, elle est bien jolie, mais elle fait beaucoup moins de mana sur le tour, parce que on pose Wishclaw, on active Wishclaw, et en fait, on a STP up, mais STP nous coûte quand même un PV, et en fait, comme on a, enfin, tu vois l'idée, c'est que là, on n'est pas beaucoup plus avantagé, mais on n'a plus le Lotus Pétale par rapport à tout à l'heure. Ouais, t'es sur le côté un peu plus explosif ou la surprise de jouer avec un mana supplémentaire. Effectivement, c'est ce que tu avais bien expliqué. Je vais pas dire que tu as perdu un tour, parce qu'il y a pas, mais tu aurais pu te mettre encore mieux finalement dans le match. Bah, après, là, franchement, il a chié sa main. Tout est là. Quasiment tout est là, quoi. Genre, il a la surprise pour Exil avec son retour au pays. Mais là, je veux dire, il est à poil, quoi. Là, je comprends pas trop ce qui se passe au niveau des manas. Ah oui, ok, en fait, il dit... Non, il peut pas. Parce que là, du coup, il a un mana de plus qui est engagé. Enfin, il a dépensé un mana de trop par rapport à ce qu'il devrait. Parce qu'en fait, Wishclaw, ça coûte 2, Black 1 et 1 activé. Et avec Scrubland et City of Traitors, il avait Black 2. Donc, je sais pas pourquoi. Oui, il avait 3 mana en tout, effectivement. Ouais, je sais pas pourquoi cette Mystic Gate est engagée. Surtout que du coup, ça l'empêche de faire Source to Plowshare avec son caillou plus Mystic Gate. Et là, il va prendre une Turbo Omega Mandal à base de l'Aelia, j'attaque avec tout, tu prends 8. Mais 8, ça suffit pas face à combo, tu meurs, je crois. Parce qu'en lui mettant 8, il le passe à 8. Alors, faut à noter que le combo ne tue pas ton adversaire directement et le laisse aller à l'upkeep. Ouais. Et ne perd qu'à la draw step. Du coup, là, Admab n'a pas suffisamment de blast dans les mains, les 8. Mais ça pourrait.
il aurait pu avoir tout à fait de quoi coller tout le. Oh, ça aurait été terrible. En vrai, quand tu vis ça en tant que joueur, tu dois être en train de pleurer des larmes de sang, tu vois. Quand tu arrives à mettre ton combo en place, il détape, il te colle le reste. C'est terrible. J'ai rarement giflé mes potes en tournoi, mais sache que j'ai un ami qui est pas allé en jour 2 de GP parce qu'il a fait une connerie comme ça en Legacy. C'est terrible. Et je lui fais, mais t'as le létal là, t'as double bolt, ton adversaire à 5, tu le tues à l'équipe. Il fait, oh putain, c'est vrai que j'ai un équipe. Je peux te dire que. Mais bon, lui il s'en souvient mieux que moi de cette game. Ah bah tu m'étonnes. Non mais c'est vrai que c'est important que tu le reprécises et parce qu'on n'a pas forcément l'info, mais effectivement là, quand tu n'as plus de cartes, et tu perds quand tu ne peux plus piocher. Donc tu as quand même la phase, tu disais, de d'étape où tu peux jouer tous tes éphémères et après tu vas piocher. Donc c'est important que tu le précises pour ceux qui ne savent pas, puisque bah, ça peut être, alors c'est une fois parmi je sais pas combien de parties, mais c'est peut-être la partie qu'il faut gagner en tournoi, tu vois. Donc c'est cool que tu l'aies rappelé. Alors là, côté AdMap, on n'a pas une très bonne main, parce qu'il n'y a qu'un seul terrain. Donc elle est à mon sens pas gardable. Ouais, là c'est un mulligan, normalement. C'est un mulligan. Alors Ouais. t'as beaucoup de drop. Ta main coûte vraiment pas très cher, parce que t'as Swiss Spear pour ton T1. Et après, le truc c'est que t'as un blast à 1, un blast à 2, et après t'as un blast à 3, un phoenix à 3, une force à 3. Non, c'est trop de spells qui coûtent 3 dans la main. Si t'as qu'un seul land et que t'as 4 ou 5 sorts, 4 ou 5 sorts qui coûtent 1, bon, on peut en discuter. Ouais, là, bien sûr. C'est beaucoup trop. C'est très risqué, ouais. Alors qu'en face, on est très très bien. Alors, on a de quoi faire. Ouais. Abdonan se demande si on peut péter la Abraid. En fait, il se passe plusieurs choses. La première, c'est que le home ne sert à rien à être détruit parce que la capacité activée est déjà dans la pile. La deuxième, c'est que tu peux activer le Wishflow Talisman que pendant ton tour. Donc tu peux l'activer qu'à l'entretien, et à l'entretien, tu as déjà plus de bibliothèque. Du coup, tu peux rien trouver en activant ce Wishflow Talisman. Et du coup, il faudra un Disenchant, ce qui malheureusement en rouge n'existe toujours pas vraiment. Non, il y a de quoi péter des artefacts, je crois, mais pas forcément des enchantements en mono. Les enchantements, ça commence à demander des cartes un peu nulles pour pouvoir le faire, tel que celui qui shuffle dans les bibliothèques. Donc côté AdMap, je pense que ça mulligan. Côté Aminatou, on a une main qui est vraiment bien. On a un fetch pour aller chercher Swamp, on a 2 îles, donc on va manquer de mana blanc sous Moon, mais bah tant pis. Et du coup, mulligan côté Feldon, et là on a une main que je trouve excellente, qui fait T1 bête, T2 bête, T3 bête. C'est parfait. Okay. Du coup, le T1 bête, T2 bête, T3 bête, ça va faire que le Trial of Emission va faire moins besoin de sacrifier des choses, parce qu'on va choisir les créatures qu'on sacrifie, etc. Non, mais tu fais bien de pinailler Kemal, c'est mieux si le stream affiche les bonnes choses. Mais du coup, je suis pas fan de faire ce fetch T1. J'imagine qu'il va aller chercher Triome. Un Triome, moi, probablement, ouais. Qui arrive au jeu engagé. Donc, mais oui, là, il a tout le loisir du monde de garder son fetch pour choisir la bonne couleur de bon terrain. Mais bon, après, s'il a déjà le trio qui va bien, peut-être qu'il se fait pas soigner. Non, même pas. En plus, il va juste chercher un simple marais. Ok. Il respecte la Blue Moon. Le Moon. J'approuve ce play. Okay. Après, là, tu vois, il y a beaucoup de terrain dans la main, mais on a aussi un drop 4. Du coup, on est content d'arriver à ce drop 4, sachant que, de fait, on a une main curvée qui répond bien au plan de Jaders. Je trouve cette main vraiment excellente. Intuition, ce sera un bon spell pour clore la partie rapidement à partir du D6, D7. Si on y arrive. Si on y arrive, mais là, on met tout en place pour y arriver avec ce spell de sacrifice. À noter que ce Trial of Emission va très mal fonctionner face au drop 3 de Anmab, qui est Squee, qui va générer un token. C'est terrible. Ouais. C'est terrible, effectivement. Ce qu'Aminatou, si il l'utilise pour faire justement le moins 1, comme tu disais, il va tout simplement sacrifier le token et yes. Ouais. Ça, c'est dur. Et derrière, succomber. Il va sacrifier le token et succomber. Du coup, il aura tanké un peu de dégâts. Bon, c'est pas si pire, mais c'est effectivement pas excellent. Et on commence déjà à être sous pression côté Aminatou. On voit là, du coup, le drop 3 qui est pas folichon. Salut Valdo, dans le chat. Du coup, ouais, je sais pas s'il faut faire Aminatou et -1 et voir juste un pauvre gobelin sacrifié pour voir Aminatou mourir
instantanément, sachant que là on est à 11. L'adversaire peut représenter 6 dégâts avec les burns, en faisant land et burn, ce qu'il a d'ailleurs. Du coup, on propose Urza. L'autre Urza, ok. 2-4, ça matche bien. Le Squee, ça matche très très mal le Stormkirk Noble qui peut être bloqué par les humains. Et Urza est un humain. Du coup, on a 3, 4, 5 dégâts avec les tokens qui sont assurés. Et 5 dégâts avec les 6 de blast dans les mains, ça m'a l'air tout à fait létal. Ça a l'air effectivement. Et là, entre guillemets, on passe pas à l'envers comme tu l'as dit tout à l'heure. On attaque et ensuite on voit ce qu'on fait. Absolument. Là, on voit que Anmab s'est remis dans le bain. Après cette game 1 où il a fait cette petite erreur qui, fort heureusement pour lui, ne lui a pas coûté très cher. Et derrière, on propose marteau, fan de Mandatory, levez le bras. Et, on embrasse Hip, évidemment. Un gros bisou à Hip. Exactement. Quel est l'outil marteau volcanique. Et voilà, du coup, tu vois, le match-up est vraiment pas évident côté Aminatou. Ah, de fou. Mais je pense qu'il y a des outils, il y a des armes. Là, il s'avère que Squee, c'est un producteur de tokens, du coup, ce sera le family chain, il se place très très mal. Mais tu sens que sinon, c'était vraiment pas très loin sur ce genre de choses. Ouais. Donc, ouais, c'est des mains qu'il faut respecter. Côté Feldon, c'est un deck très puissant. Je pense qu'on en verra beaucoup à la CDF.